Un homme musulman harcelé à l'aéroport revient ensuite en tant que propriétaire de la compagnie aérienne. Ahmed se tenait dans la file d'attente à l'aéroport, son cœur battant légèrement plus vite que d'habitude. C'était un jour comme les autres, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il n'y avait rien d'inhabituel à ce que le vol soit en retard. Mais tout allait changer. Il n'en savait rien encore, mais une seule interaction, un simple échange de mots, allait marquer le début d'un parcours qui transformerait sa vie à jamais. Il observait les autres passagers, tous semblant pressés d'arriver à leur destination. Certaines personnes échangeaient des sourires, d'autres étaient plongés dans leur téléphone, comme si rien autour d'eux n'avait d'importance. Ahmed, quant à lui, se sentait en retrait. Il avait toujours eu ce sentiment d'être différent. Cela n'était pas tant à cause de son apparence, bien que son camis et sa barbe aient souvent attiré des regards curieux, mais surtout en raison de la manière dont certaines personnes semblaient vouloir lui faire sentir qu'il n'était pas le bienvenu dans ce monde. Il s'avança, son billet en main, et arriva devant le comptoir d'enregistrement. La jeune employée derrière le comptoir le regarda avec un sourire forcé. Un sourire qu'Ahmed avait appris à décrypter au fil des années. Un sourire qui disait « Je suis gentille, mais je suis loin d'être à l'aise avec toi ici. »« Bonjour, monsieur, dit-elle, en prenant son billet et en scannant son passeport. Votre vol est prêt à partir dans 1 heure. Tout va bien se passer. » Mais Ahmed remarqua la tension dans son regard. C'était comme si elle ne voulait pas qu'il soit là, comme si sa présence la dérangeait. Bien sûr, il se disait que c'était probablement une simple impression. Peut-être qu'il en faisait trop, peut-être qu'il était trop sensible, pensait-il. Soudainement, un autre employé arriva, se tenant juste derrière la jeune femme. Il lui adressa une remarque en arabe, une blague à peine murmurée, mais assez forte pour que tout le comptoir l'entende. Ahmed se figea. Le ton était moqueur, sans ménagement. Une attaque déguisée sous les airs de l'humour. « C'est ta prière de vendredi, ou tu vas aussi prier ici ?» dit-il en ricanant, en fixant la barbe d'Ahmed. La jeune femme se mit à rire, mais son rire semblait gêné. Elle baissa les yeux, visiblement mal à l'aise, mais trop consciente de ce qui se passait pour ne pas jouer un rôle dans cette farce. Un éclat de rire parcourut le comptoir, et tous les employés de l'aéroport, certains de manière discrète, échangèrent des sourires furtifs. Ahmed sentit sa poitrine se serrer. Chaque parole, chaque regard, chaque ricanement semblait creuser une plaie plus profonde. Son esprit se mit à bourdonner, cherchant des mots, une réplique. Mais il n'y en avait pas. C'était comme si son propre corps le trahissait, l'empêchant de répondre. Il se mordit la lèvre inférieure pour étouffer la colère qui montait en lui. Le poids du jugement semblait l'écraser, mais il resta calme. C'est ce qu'on lui avait appris depuis son enfance, n'est-ce pas? Ne jamais céder à la provocation. Garder son calme. Rester respectueux. Mais combien de fois faudrait-il répéter ces leçons avant qu'il ne puisse simplement se défendre? Il tendit la main, prit son billet et sa carte d'embarquement. « Merci, dit-il d'une voix calme, presque froide. » Il tourna les talons et s'éloigna. Mais une partie de lui, une partie profonde, avait été brisée. Chaque pas semblait plus lourd, chaque souffle plus difficile à prendre. Et il savait que, peu importe la destination de son vol, il allait devoir lutter contre cette haine qu'il avait ressentie si violemment, là, à cet instant. Quelques heures plus tard, en vol, Ahmed regarda par le hublot. Le ciel était dégagé, l'air frais. Il se sentait toujours aussi lourd. Il ferma les yeux un moment, cherchant à se calmer. Les paroles des employés résonnaient encore dans son esprit. Mais cette fois, il se força à ne pas laisser la colère l'envahir. Il pensa à sa famille, à son père, à ses enfants. À toutes les fois où il avait été appelé à persévérer, à se relever, à se montrer plus fort que les épreuves. Rien de tout cela ne m'arrêtera, pensa-t-il. Un jour, je prouverai à ces gens que je suis digne. Digne de respect. Digne de leur attention. Digne de réussir. Il se souvint de son père, un homme humble mais sage, qui lui avait toujours enseigné l'importance de la foi et de la persévérance. Les gens te jugeront, Ahmed lui avait dit son père quand il était encore jeune. Mais ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte. Ce que tu accomplis, et comment tu fais grandir ta foi à travers chaque épreuve, voilà ce qui compte. Ahmed inspira profondément. Je vais leur prouver, se dit-il. Il n'avait pas encore les moyens de le faire. Il était encore loin du succès qu'il imaginait. Mais ce jour-là, à cet instant précis, il prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Un jour, je serai celui qui dirigera cette compagnie. Je serai le patron de cet aéroport. Et quand je reviendrai ici,
personne ne me regardera de la même manière. Ils se souviendront de moi. » Il rouvrit les yeux, fixant les nuages à l'extérieur. Le vol semblait interminable, mais dans sa tête, il se sentait prêt à tout. Il savait que la route serait longue, que les défis seraient nombreux. Mais il était déterminé à surmonter chaque obstacle. Les années passèrent, et Ahmed poursuivit son rêve, étape par étape. Il travailla d'arrache-pied, étudiant sans relâche, cherchant des opportunités là où les autres ne les voyaient pas. Il savait que la route vers le sommet ne serait pas facile. Mais il avait un objectif, prouver qu'un homme comme lui, avec sa foi et son dévouement, pouvait réussir là où beaucoup pensaient qu'il échouerait. Il commença à investir dans de petites entreprises, utilisant sa capacité à voir des opportunités là où les autres voyaient des risques. Il rencontra des investisseurs qui, à force de persévérance, finirent par croire en lui. Chaque investissement, chaque décision, chaque rencontre le rapprochait un peu plus de son objectif. Mais ce n'était pas facile. Au fur et à mesure de son ascension, il dut faire face à des obstacles qui semblaient insurmontables. Chaque fois qu'il faisait un pas en avant, il était confronté à des défis qui mettaient à l'épreuve sa foi, ses valeurs et son caractère. Mais à chaque défi, il se souvenait des paroles de son père. « Il faut garder la foi, même quand tout semble perdu », lui disait-il souvent. Et chaque fois, Ahmed se releva. Il échoua parfois, mais il se releva toujours. Il savait que son rêve ne pouvait se réaliser que s'il restait fidèle à lui-même. Et un jour, après des années de lutte acharnée, il reçut une offre inattendue. Une opportunité d'acheter une part importante de la compagnie aérienne avec laquelle il avait eu son incident des années auparavant. Les années passèrent, et chaque étape de la vie d'Ahmed semblait l'amener un peu plus près de son objectif. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer. La route vers le sommet était semée d'embûches, et chaque victoire semblait suivie d'un défi encore plus grand. Toutefois, la résilience d'Ahmed restait inébranlable, car il savait que chaque difficulté faisait partie de son chemin vers la grandeur. Un jour, alors qu'il assistait à une conférence sur l'industrie aérienne, une opportunité inattendue se présenta. Il écoutait attentivement un panel d'experts lorsqu'un homme, avec un accent britannique prononcé, prit la parole et parla des possibilités d'investir dans une grande compagnie aérienne qui venait de traverser une période de turbulence financière. Le nom de la compagnie, bien que moins connu à l'international, éveilla une lueur d'intérêt en Ahmed. C'était la même compagnie aérienne avec laquelle il avait eu son incident à l'aéroport des années auparavant. Ce souvenir ressurgit comme une vague violente, mais il ne laissa rien paraître sur son visage. Il savait qu'il venait de trouver la chance qu'il attendait depuis longtemps. S'il pouvait prendre le contrôle de cette compagnie, il pourrait non seulement accomplir son rêve, mais aussi prouver à tous ceux qu'il avait jugé qu'il était bien plus que ce qu'il pensait. Mais pour y arriver, il fallait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et Ahmed n'avait pas encore les ressources nécessaires pour réaliser ce projet colossal. Il commença donc à négocier avec des investisseurs, cherchant à convaincre ceux qui, comme lui, croyaient qu'une compagnie aérienne dirigée par quelqu'un d'aussi déterminé qu'un musulman pouvait changer le paysage du secteur aérien. Le processus n'était pas facile. Il se retrouva à faire face à de nombreux obstacles, des critiques acerbes, des accusations de ne pas avoir l'expérience nécessaire, et même des propos racistes venant de certains actionnaires qui doutaient qu'un homme comme lui puisse diriger une compagnie aussi importante. « Vous êtes sérieux, Ahmed ?» lui lança l'un des investisseurs les plus influents. « Avec toute cette culture que vous apportez, comment pouvez-vous gérer une entreprise d'une telle envergure ?» Les mots de l'homme résonnèrent dans son esprit, mais Ahmed avait appris à ne jamais se laisser déstabiliser. Il se souvint des paroles de son père, « Les gens te jugeront toujours. Mais l'essentiel, c'est ce que tu fais avec ce jugement. C'est ça qui compte. » Le processus de rachat prit des mois. Ahmed dut négocier, convaincre et parfois, se battre contre les stéréotypes qui pesaient sur lui à chaque étape. Mais à chaque rencontre, chaque discussion, il se rapprochait un peu plus de son but. Il utilisa toutes les compétences qu'il avait acquises au fil des années, la patience, la persévérance et par-dessus tout, une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Puis, après des mois de travail acharné, il réussit à rassembler l'argent nécessaire pour acheter une part importante de la compagnie aérienne. Bien que ce ne fût qu'un premier pas, c'était un pas décisif. Un pas qui marquait le début d'une nouvelle ère. Le jour où il prit officiellement possession de sa part de l'entreprise, Ahmed se tenait dans un grand bureau, surplombant les pistes de l'aéroport. C'était l'endroit exact où il avait été humilié des années auparavant, où il avait promis de se venger de ceux qu'il avait traités de manière injuste. Maintenant, il était à la tête de l'une des plus grandes compagnies aériennes de la région. Mais cela n'avait rien d'un simple triomphe. Ce n'était pas juste une revanche personnelle.
C'était la démonstration de ce que pouvait accomplir un homme lorsqu'il refusait de se laisser abattre. C'était la preuve qu'une croyance inébranlable en soi-même et en sa foi pouvait faire une différence, même dans les secteurs les plus impitoyables. Les premiers mois furent difficiles. Ahmed dut apprendre à gérer l'entreprise, à résoudre des problèmes inattendus et à naviguer dans un monde complexe et souvent impitoyable. Mais il était prêt. Il savait que chaque épreuve n'était qu'une étape vers son objectif ultime. Chaque jour, il se rendait à l'aéroport, observait les avions décoller et se poser, et se souvenait de cet instant, des années auparavant, où il avait juré de revenir ici un jour, non pas en tant que victime, mais en tant qu'acteur du changement. Il y avait une ironie amère dans la manière dont les choses se déroulaient. La même compagnie aérienne qu'il avait juré de conquérir était désormais sous son contrôle. Ahmed pensait souvent à l'aéroport où il avait été humilié. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres passagers, comme lui, avaient ressenti ce même rejet, cette même douleur. Combien d'autres personnes avaient été traitées de manière injuste simplement à cause de ce qu'elles portaient ou de leurs croyances. Il n'était pas du genre à chercher à imposer une revanche, mais il savait que l'industrie aérienne avait besoin de changement. Elle avait besoin d'un leadership différent, d'une vision qui allait au-delà des profits et des clichés. Il décida donc d'introduire des initiatives pour renforcer l'inclusivité au sein de la compagnie. Il commença par offrir une formation obligatoire pour tous les employés sur la diversité et l'inclusion, insistant sur le respect de toutes les cultures et croyances. Il introduisit également des politiques pour s'assurer que les passagers ne soient pas discriminés en fonction de leur apparence, de leurs croyances ou de leur origine. Il souhaitait non seulement que sa compagnie soit la meilleure sur le plan économique, mais aussi un modèle de respect et d'égalité. Cela n'échappa pas aux observateurs de l'industrie. Les journalistes commencèrent à remarquer les changements, et les critiques qui avaient une fois été destinées à sa personne se tournèrent vers les anciens dirigeants de la compagnie. Ils étaient jugés sur leur manque de vision et d'engagement envers la diversité. Peu à peu, le nom d'Ahmed devint synonyme de réussite, de résilience et de leadership éthique. Mais ce n'était pas encore suffisant pour lui. Ce n'était pas simplement une question de se venger de ceux qui l'avaient jugé. C'était bien plus que cela. C'était prouver que les rêves, même les plus ambitieux, pouvaient se réaliser. Et plus important encore, c'était montrer que l'on pouvait réussir tout en restant fidèle à soi-même, à ses valeurs, à sa foi. Le moment tant attendu arriva enfin. Un jour, alors qu'il se tenait dans le hall de l'aéroport qu'il avait autrefois traversé comme un simple passager, il observa la scène. Il se tenait maintenant derrière le comptoir d'enregistrement, un sourire paisible sur les lèvres. Ce jour-là, il n'était pas là pour embarquer sur un vol. Il était là pour accueillir les passagers. Tout était différent. Ses employés le saluaient avec respect, ses actions avaient redéfini l'entreprise, et surtout, il savait que ce qu'il accomplissait n'était pas simplement pour lui. C'était pour toutes les personnes qui, un jour, se sentiraient comme lui. Ceux qui, comme lui, auraient l'impression d'être jugés, rejetés, mais qui, un jour, seraient là pour prouver que leurs rêves sont possibles. Et lorsque l'un des passagers, un jeune homme, le regarda avec étonnement en le reconnaissant, Ahmed n'eut qu'un sourire. Un sourire qui disait tout, « Oui, c'est moi. Et je suis celui qui vous montre qu'il est possible de changer les choses. » Le temps passa et l'ascension d'Ahmed ne fit que croître. À mesure qu'il acquérait plus de pouvoir et de respect au sein de l'industrie, il n'oubliait jamais son objectif fondamental, changer les perceptions et montrer l'exemple. Ce n'était pas seulement une question de business. C'était une question de principe, d'humanité. Ahmed savait que la compagnie aérienne qu'il dirigeait pouvait devenir un modèle pour toute l'industrie, un phare de diversité et de respect. Il prit soin de renforcer la culture interne de l'entreprise, en mettant en place des programmes destinés à sensibiliser chaque employé à la richesse des différentes croyances et cultures. Il se rendait régulièrement dans les différents bureaux et aéroports où ses équipes travaillaient, et chaque fois, il s'assurait de les encourager à être ouverts, respectueux et inclusifs. Ahmed savait que cela ne suffirait pas à effacer des années de stéréotypes et de comportements discriminatoires, mais c'était un pas important vers la construction d'un environnement où les préjugés n'avaient pas leur place. Malgré cela, des tensions demeuraient. Certains membres plus anciens du conseil d'administration et de la direction étaient réticents à accepter son approche. Ils étaient habitués à un modèle d'affaires plus traditionnel, où l'efficacité primait souvent sur les considérations humaines. Ahmed, nous devons mettre l'accent sur la rentabilité avant tout. La diversité, c'est bien, mais est-ce vraiment ce qui va nous faire gagner plus d'argent? L'un des investisseurs lui dit un jour. Ce genre de question, bien que banal dans le monde des affaires, blessait profondément Ahmed. C'était un rappel de la dure réalité. Bien que sa compagnie ait réussi à se redresser, certains voulaient toujours réduire les gens à de simples chiffres. Pourtant,
Ahmed refusa de céder. Il savait que c'était dans l'adversité que la véritable grandeur se forgeait. Et sa croyance en ses principes lui permit de trouver une nouvelle approche qui fusionnait rentabilité et responsabilité sociale. Il misait sur des programmes de fidélisation qui célébraient la diversité des passagers et la richesse culturelle, tout en mettant en avant des services axés sur l'empathie et le respect de chacun. Ces initiatives prenaient du temps pour se mettre en place, mais peu à peu, les résultats commencèrent à parler d'eux-mêmes. Une année après son arrivée à la tête de la compagnie, les premiers signes de succès apparurent. Les retours des passagers étaient de plus en plus positifs. Des clients venant de tous horizons, de toutes croyances, commençaient à exprimer leur gratitude pour l'accueil qu'ils recevaient et pour l'attention portée à leur bien-être. Les employés aussi semblaient plus motivés, plus unis. L'impact de la vision d'Ahmed était palpable. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait encore des obstacles à surmonter. Les anciennes pratiques, les résistances culturelles et les préjugés profondément enracinés étaient des ennemis invisibles. Un jour, alors qu'il se rendait à une réunion de haut niveau avec ses partenaires financiers, un incident inattendu survint, menaçant de bouleverser tout ce qu'il avait accompli. Alors qu'il traversait l'aéroport pour se rendre à une salle de réunion, Ahmed aperçut, au loin, une scène qui le fit s'arrêter net. Un passager, visiblement dérangé par une situation liée à son vol, s'était mis à crier. Il était en colère, frustré par une situation qu'il jugeait injuste. Mais ce qui attira l'attention d'Ahmed, ce fut la manière dont le personnel de l'aéroport et de la compagnie aérienne gérait la situation. L'employé qui tentait de calmer le passager semblait visiblement mal à l'aise et fuyait son regard. Ahmed savait que ce genre de situation pouvait dégénérer très vite si elle n'était pas bien prise en charge. Il s'approcha. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il calmement, attirant l'attention de tous. Le passager, un homme d'un certain âge, se tourna brusquement vers lui, l'expression en colère. Mais quelque chose dans son regard sembla se calmer lorsqu'il aperçut le directeur général de la compagnie devant lui. « On m'a traité comme un étranger. J'ai été insulté parce qu'on m'a dit que je devais enlever mon turban pour passer la sécurité, dit-il en colère. C'est inacceptable. Et maintenant vous voulez que je me calme ?» Ahmed sentit un frisson de colère monter en lui. Le passager avait raison. C'était un incident qu'il ne pouvait pas tolérer. Mais il savait qu'une simple réaction émotionnelle ne ferait qu'empirer la situation. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers l'employé responsable. « Je suis désolé pour l'incident, monsieur. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Permettez-moi de prendre en charge cette situation personnellement ?» dit-il d'un ton calme mais ferme. Il se tourna alors vers le passager. « Je comprends votre frustration. Ce n'est pas acceptable et cela ne devrait jamais arriver. Nous nous excusons profondément pour ce désagrément, et je vais m'assurer que ce problème soit résolu immédiatement. » Les yeux du passager s'adoucirent un peu. Le respect qu'Ahmed dégageait, sa capacité à prendre la responsabilité sans être défensif, semblait apaiser la tension. Mais Ahmed savait que cet incident était un avertissement. C'était une leçon douloureuse sur les failles qui demeuraient dans son entreprise, malgré tous les efforts qu'il avait fournis. Il ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. La route était encore longue, et les préjugés étaient encore bien présents. De retour à son bureau ce jour-là, Ahmed se concentra sur l'amélioration des protocoles de sécurité et de formation. Il fit des ajustements pour garantir que chaque employé, quel que soit son rôle, soit formé non seulement à la gestion de la sécurité, mais aussi à la gestion du respect des cultures et des croyances. Il savait que cela prendrait du temps, mais il était prêt à se battre pour chaque petit changement, pour chaque progrès. Il ne se permettait pas de relâcher ses efforts. Chaque victoire, chaque étape franchie, le rapprochait de son objectif ultime. Il voulait que sa compagnie devienne un symbole de réussite, mais aussi d'humanité. Et chaque fois qu'il se souvenait de l'aéroport où il avait été humilié, il sentait une nouvelle détermination monter en lui. L'incident avec le passager n'était qu'un avertissement. Mais il était aussi un signal de plus, celui que le travail d'Ahmed n'était pas encore terminé. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Les mois suivants furent marqués par un rythme effréné de réformes internes, mais aussi d'expansion. La compagnie aérienne qu'Ahmed dirigeait commença à se démarquer dans l'industrie grâce à ses initiatives sociales et à son engagement envers la diversité. Elle offrait désormais des programmes d'intégration pour les employés issus de toutes les communautés, organisait des événements interculturels et donnait la parole à des passagers de tous horizons. Ahmed savait que l'impact de ses actions allait bien au-delà du simple domaine des affaires. C'était une question de changer les mentalités, de prouver que l'on pouvait réussir sans sacrifier ses valeurs. C'était cette vision qui guidait chacune de ses décisions. Un an après son arrivée à la tête de la compagnie,
Ahmed eut l'opportunité de rencontrer des représentants gouvernementaux et des leaders de l'industrie lors d'un sommet international sur le futur du transport aérien. Là, il fit un discours marquant, où il expliqua son parcours, ses défis, et la manière dont il avait transformé son entreprise en un modèle de diversité, d'inclusion et de respect. Ce n'est pas simplement une question de chiffres ou de profit. C'est une question d'humanité, conclut-il, sous les applaudissements. Les avions transportent des personnes de toutes les croyances, de toutes les cultures. Nous devons apprendre à les accueillir, à les respecter, et à les traiter avec dignité, peu importe d'où ils viennent. Ce discours marqua un tournant décisif dans la manière dont l'industrie aérienne commença à envisager l'importance de l'inclusivité et du respect dans leurs pratiques. Pour Ahmed, il n'y avait pas de retour en arrière. Il savait que chaque jour qui passait, il devenait un symbole non seulement de réussite, mais de rédemption. Et il était plus déterminé que jamais à continuer à lutter, non pour sa propre gloire, mais pour un monde où les rêves, qu'ils soient petits ou grands, pouvaient se réaliser pour tous, sans exception. Les mois passaient, et la compagnie d'Ahmed continuait de croître. Il n'était plus seulement le patron d'une entreprise aérienne, il était devenu une figure emblématique. À l'extérieur de l'industrie, son histoire faisait rêver. On parlait de lui comme d'un exemple à suivre. Dans le monde des affaires, il était un modèle d'intégrité, de persévérance et de leadership éthique. Mais à l'intérieur de la compagnie, ce n'était pas toujours aussi facile. Ahmed savait qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Chaque jour, il devait prouver qu'il avait raison de croire en ses idées. Le succès n'était jamais garanti, et chaque nouvelle avancée était accompagnée de nouveaux défis. La première vraie épreuve après ses succès initiaux se présenta sous la forme d'un scandale médiatique. Alors qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger, un rapport d'enquête d'un média majeur éclata dans la presse. L'article révélait que, bien que sa compagnie se soit engagée envers la diversité et l'inclusivité, il y avait encore des zones d'ombre, des accusations d'irrégularité dans certaines pratiques d'embauche et des témoignages d'anciens employés suggérant qu'ils avaient été victimes de discrimination, en particulier au niveau des promotions internes. Le ton de l'article était accablant, insinuant que les réformes d'Ahmed étaient principalement une façade, une manière d'obtenir une image positive tout en cachant des pratiques douteuses dans les coulisses. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Ahmed n'avait pas anticipé une attaque de cette envergure. L'enquête était sérieuse, et bien qu'il fût convaincu qu'il n'avait rien à cacher, la réalité des accusations menaçait de ternir sa réputation et de saper tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent. Le timing était également mal choisi. Son entreprise était en pleine expansion et les relations avec de nouveaux partenaires étaient cruciales. Une affaire de cette ampleur risquait de mettre en péril les négociations et la confiance des investisseurs. Ahmed se retrouva alors dans une situation où il devait non seulement se défendre personnellement, mais aussi répondre aux attentes de milliers d'employés et de passagers qui croyaient en lui. Les jours qui suivirent furent marqués par des réunions interminables avec les avocats, des appels avec les responsables de la communication et une pression croissante de la part des médias. Les accusations étaient dévastatrices, des erreurs systémiques dans les processus de recrutement, des plaintes non traitées et des témoignages qui remettaient en question l'authenticité des engagements d'Ahmed en matière de diversité. Ahmed savait que se cacher ou minimiser les choses n'était pas une option. Il se rendit compte qu'il devait être transparent, confrontant de manière directe les erreurs passées et les problèmes actuels. Il choisit de parler publiquement, de prendre la parole sans filtre, et de ne pas se cacher derrière des excuses. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, il se présenta devant les journalistes pour une conférence de presse impromptue. Loin d'être sur la défensive, il aborda la situation avec un calme déterminé. « Je vais commencer par une chose très simple. Oui, il y a eu des erreurs dans le passé. Oui, certaines de nos pratiques ont été insuffisantes et ne correspondent pas à nos valeurs. Je m'en excuse sincèrement, et je suis le premier à reconnaître que nous devons nous améliorer. Mais je vous promets une chose, nous allons tout mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. » Il marqua une pause, observant les regards des journalistes, des caméras braquées sur lui. Puis il ajouta, avec une voix plus ferme, « Ce n'est pas une question de façade, c'est une question de rédemption. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris des erreurs de mon entreprise, et nous allons changer. Nous allons continuer à évoluer pour offrir un environnement plus inclusif, respectueux et juste pour tous. » Il prit un moment pour répondre aux questions, donnant des détails sur les mesures immédiates qu'il mettait en place pour corriger les pratiques d'embauche et garantir une transparence totale dans les processus internes. Il annonça également la création d'un comité de révision indépendant, composé de divers experts, pour superviser et auditer toutes les pratiques de l'entreprise liées à la diversité et à l'inclusivité. L'effet de cette déclaration fut immédiat. Tandis que certains médias persistaient à critiquer la compagnie, beaucoup d'autres saluèrent la transparence et le leadership d'Ahmed dans cette crise. Il s'était présenté sans artifice,
assumant ses erreurs, mais montrant aussi une volonté de réparer ce qui devait l'être. Mais ce n'était pas tout. Ahmed savait que, même si cette première réponse était cruciale, la véritable preuve de son engagement résiderait dans les actions qu'il entreprendrait. La situation était bien trop grave pour se contenter de paroles. Dans les semaines suivantes, il mit en place un programme d'audit interne à grande échelle, en engageant des experts externes pour évaluer en profondeur la culture de l'entreprise. Il commença également à organiser des sessions de formation obligatoires pour tous les cadres supérieurs et instaura une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de discrimination ou de favoritisme. L'objectif était clair. Il fallait créer un environnement où chaque employé, quelle que soit sa religion, son origine ou son sexe, ait une chance égale de réussir. L'impact de ces mesures ne se fit pas attendre. Bien que certains membres du conseil d'administration aient été sceptiques, la majorité des employés furent soulagés de voir un véritable effort pour résoudre les problèmes. Les critiques commencèrent lentement à se dissiper et l'image de la compagnie se rétablit peu à peu. Cependant, ce n'était pas encore fini. Ahmed savait que pour aller au-delà de la crise, il devait changer la structure de son entreprise, non seulement en surface mais aussi en profondeur. Il commença à impliquer directement les employés dans le processus de changement. Il créa un comité de diversité et d'inclusion dirigé par un groupe d'employés issus de différentes cultures, religions et origines. Il voulait que les voix de ceux qui avaient été trop souvent ignorés dans l'entreprise aient enfin un véritable pouvoir. Parallèlement, il lança une nouvelle campagne de communication, non pas pour se défendre, mais pour expliquer les valeurs qu'il avait construites et les efforts qu'il mettait en œuvre pour rectifier les erreurs passées. Il ouvrit un blog d'entreprise dans lequel il partageait son expérience, ses réflexions sur la rédemption et la nécessité de dépasser les préjugés dans l'industrie aérienne. Ce blog devint rapidement populaire, offrant un aperçu unique sur le leadership d'un homme qui avait fait face à la difficulté, mais qui avait choisi de l'utiliser comme tremplin pour la transformation. Quelques mois plus tard, la situation était bien différente. La compagnie aérienne d'Ahmed était de nouveau sur une trajectoire ascendante. Les changements opérés dans l'entreprise portaient leurs fruits, et l'initiative de créer un environnement plus inclusif semblait avoir un réel impact. Les employés étaient plus satisfaits, les passagers plus loyaux, et l'image de la compagnie commençait à briller à nouveau. Pourtant, malgré cette reprise, Ahmed savait que la route n'était jamais linéaire. Il y aurait toujours des obstacles à franchir, des stéréotypes à combattre, et des moments où ses convictions seraient mises à l'épreuve. Mais il était prêt à continuer. À chaque défi, il se souvenait de l'incident à l'aéroport, des moqueries qu'il avait subies, des moments où il avait eu l'impression que tout était contre lui. Ce passé l'avait forgé, il en avait fait une force. Et aujourd'hui, cette force était devenue le moteur de son entreprise et de sa vision. Quand un jour, quelques années plus tard, il se rendit à l'aéroport pour un vol, il ne put s'empêcher de sourire. Il n'était plus ce passager traité avec dédain, mais le propriétaire et le leader d'une compagnie qui avait redéfini ce que cela signifiait être un dirigeant. Le respect qu'il avait gagné au fil des années était le fruit de sa persévérance, de son intégrité et de son engagement envers les autres. Et, tout comme il avait promis autrefois, il était de retour non pas en tant que victime, mais en tant que maître de son destin. Avec la crise désormais derrière lui, Ahmed se retrouvait à un tournant décisif. Bien que son entreprise fût en plein essor, la pression exercée par la nécessité constante de prouver que les valeurs de diversité et d'inclusivité étaient réellement appliquées n'avait pas diminué. Son succès dans l'industrie aérienne, sa capacité à surmonter des obstacles, avait attiré non seulement des regards admiratifs, mais aussi des jalousies. Il était désormais dans une position où les attentes étaient immenses. Dans les semaines suivant la crise médiatique, Ahmed passa de plus en plus de temps à observer les petites choses. Il s'intéressait à l'ambiance qui régnait au sein de son entreprise, à la façon dont les employés se comportaient, mais aussi à la manière dont ses décisions étaient perçues. C'était une période où il savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'une gestion à distance. Son rôle nécessitait une implication directe et constante. Il devenait un modèle vivant de son propre engagement envers le changement, et chaque geste, chaque mot comptait. Un matin, alors qu'il faisait sa tournée habituelle à l'aéroport principal de la compagnie, il se rendit compte qu'il avait fait un petit pas supplémentaire vers son objectif. Ce jour-là, un employé, un jeune agent de sécurité, s'approcha de lui, l'air nerveux mais déterminé. « Excusez-moi, monsieur Ahmed, je voulais juste vous dire que j'ai observé ce que vous avez mis en place ici ces dernières années, et cela a changé ma vie. Avant, je pensais que personne ne se souciait des gens comme nous. Mais maintenant, je vois qu'il est possible de travailler dans un endroit où la dignité de chaque personne compte. Merci. » Les mots de cet employé eurent un impact bien plus grand que celui de tous les rapports financiers ou analyses de marché qu'Ahmed avait l'habitude de lire. Ce jeune homme, qui venait d'une famille d'origine modeste, n'avait pas seulement vu une amélioration dans ses conditions de travail,
il avait perçu un changement profond dans la culture de l'entreprise. Un changement qui allait bien au-delà des simples protocoles et qui influençait la vie des employés sur le terrain. Ce moment de reconnaissance donna un élan supplémentaire à Ahmed, mais il savait que pour que le changement soit durable, il devait encore faire face à de nombreux défis. Le plus grand d'entre eux concernait la résistance au changement au sein de certains membres plus âgés de son équipe de direction. Certains de ses dirigeants avaient accepté l'idée de la diversité et de l'inclusivité, mais n'avaient pas l'intention de modifier en profondeur leur méthode de travail. Ils continuaient de se concentrer sur l'efficacité et les profits à court terme, dénigrant parfois les initiatives sociales d'Ahmed comme des coups inutiles. Ces tensions internes étaient silencieuses mais persistantes. La situation s'intensifia lorsqu'un des investisseurs majeurs, un homme d'affaires influent et conservateur, demanda une réunion urgente. Le jour de la réunion, Ahmed se présenta en toute confiance, bien qu'il se sentît légèrement tendu. L'investisseur, M. Caron, un magnate des affaires qui possédait une grande part du capital de l'entreprise, avait un regard glacial. Il avait toujours été sceptique quant aux réformes entreprises par Ahmed, et maintenant, après un an de succès, il était temps pour lui de poser des questions difficiles. « Ahmed, commença M. Caron avec son accent rude, je vais être direct. Je vois que vous avez réussi à donner une belle image de votre entreprise ces derniers temps. Mais en tant qu'investisseur, je m'en tiens aux chiffres. Vous me parlez de diversité, de respect, mais où sont les résultats concrets? Où sont les retours sur investissement? Vous pouvez m'expliquer cela ?» La question résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ahmed savait que M. Caron, bien qu'il fût un investisseur respecté, ne comprenait pas encore la vision qu'il portait. Il avait toujours regardé les choses sous l'angle des bénéfices immédiats. Pour lui, l'aspect humain n'était qu'un atout secondaire. Mais pour Ahmed, les résultats financiers ne pouvaient être atteints sans une équipe solide, motivée et respectueuse. « Je comprends votre question, Monsieur Caron, répondit calmement Ahmed, les yeux fixés sur lui. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait, mais les bénéfices commencent à se voir. Ce n'est pas seulement une question de profit à court terme. Nos clients sont plus fidèles, nos employés sont plus engagés, et la réputation de la compagnie s'est nettement améliorée. Vous savez mieux que quiconque que, dans les affaires, la loyauté et la confiance se construisent sur du long terme. » Il marqua une pause avant de continuer, avec plus de conviction. « Je vous promets que les résultats suivront. Peut-être pas immédiatement, mais dans quelques années, vous verrez. Vous verrez que cette stratégie est la seule voie à suivre. » Les minutes s'étirèrent alors que M. Caron scrutait Ahmed, visiblement indécis. Mais finalement, il se renfrogna et répondit. « Je ne vais pas vous mentir, Ahmed, vous avez une vision. Et je peux voir que vous y croyez. Je vais vous donner le temps de prouver que vous avez raison. Mais n'oubliez pas que, à la fin de la journée, il s'agit de rentabilité. Restez concentré. » Ce compromis, bien qu'il ne fût pas idéal, marquait néanmoins un tournant important pour Ahmed. Il avait réussi à convaincre l'un de ses plus grands sceptiques de lui accorder encore du temps. Mais il savait que ce n'était qu'une bataille dans une guerre bien plus longue. La route vers une véritable transformation durable nécessiterait encore des efforts considérables. Cependant, le défi qui suivit ne vint pas de ses associés. Il vint d'un endroit où il s'y attendait le moins, de l'intérieur même de sa communauté. Un jour, alors qu'il passait du temps avec sa famille, un de ses proches, un membre influent de sa communauté, vint le voir avec une inquiétude dans les yeux. « Ahmed, tu as bien réussi dans le monde des affaires, je ne peux pas te le reprocher. Mais, est-ce que tu n'as pas oublié d'où tu viens? Tu veux vraiment qu'on te voie comme un dirigeant d'une grande entreprise occidentale qui se plie aux règles de ce système capitaliste. » Les paroles de ce proche frappèrent Ahmed de plein fouet. Pendant des années, il avait fait face aux préjugés à l'extérieur, mais entendre de telles critiques de la part de sa propre communauté le secoua profondément. Il n'avait jamais voulu trahir ses racines, et la question du sacrifice de ses valeurs personnelles par la réussite professionnelle était quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement abordé. Cela le poussa à une réflexion plus profonde sur l'équilibre entre sa carrière et ses principes. Chaque décision qu'il prenait, chaque mouvement qu'il faisait, pouvait être perçu comme un compromis, un pas vers un monde qu'il n'avait jamais complètement accepté. Mais en même temps, il savait qu'il avait l'opportunité de redéfinir ce que cela signifiait être musulman dans le monde des affaires. Il pouvait prouver que l'on pouvait réussir sans renier ses croyances, ses valeurs ou ses racines. Il passa plusieurs jours à réfléchir. Il se rendit compte qu'il devait réconcilier ses aspirations professionnelles avec son engagement envers sa foi et ses principes. Et pour cela, il fallait qu'il prenne des mesures concrètes. Il décida alors de mettre en place un programme de mentorat destiné à soutenir les jeunes issus de communautés défavorisées qui souhaitaient entrer dans le secteur de l'aviation.
Il voulait leur offrir des opportunités, tout en leur montrant qu'il était possible de suivre une carrière dans le respect des valeurs humaines et spirituelles. Mais cette initiative, bien que noble, ne ferait qu'ajouter une couche supplémentaire à la complexité de sa situation. Les critiques de la part de sa communauté ne s'arrêteraient probablement pas là. Mais pour Ahmed, cela faisait partie du défi. Il savait que rien de véritablement significatif ne pouvait être accompli sans surmonter ces tensions internes. Le programme de mentorat qu'Ahmed avait lancé fut un succès immédiat. Des centaines de jeunes, venant de divers horizons et communautés défavorisées, se présentèrent pour participer. Ils étaient désireux de suivre la voie d'Ahmed et de travailler dans une industrie qui semblait jusque-là fermée à ceux qui ne venaient pas d'un milieu privilégié. L'initiative attira également l'attention des médias, qui saluèrent la démarche d'Ahmed comme un exemple de leadership éclairé. Mais malgré les éloges, un sentiment de doute commença à s'immiscer dans l'esprit d'Ahmed. Lors de ses visites dans les différentes succursales de la compagnie, il remarqua que, bien que l'esprit d'équipe et la culture de respect qu'il avait cultivée étaient de plus en plus présents, il restait encore des fissures invisibles. Certaines personnes semblaient moins convaincues par la vision d'Ahmed. Bien que de nombreux employés soient enthousiastes et déterminés à participer à la transformation de l'entreprise, d'autres se montraient plus réservés. Certains des anciens cadres, ceux qui avaient travaillé sous la direction des anciens propriétaires, avaient encore du mal à accepter le changement radical que prônait Ahmed. L'un d'eux, un ancien directeur des opérations, Pierre Lefebvre, fut particulièrement vocal sur ses désaccords avec la direction d'Ahmed. Bien que professionnel et compétent, Lefebvre se montrait parfois hostile aux nouvelles initiatives, les qualifiant de tentatives maladroites de redéfinir l'entreprise. Il reprochait à Ahmed de perdre de vue l'objectif principal, la rentabilité. À chaque réunion, Lefebvre posait des questions difficiles, remettant en question les bénéfices à long terme des changements et insistant sur le fait que la priorité devait rester la croissance financière. Cela créa une tension palpable dans l'équipe dirigeante. Ahmed savait que, malgré sa vision et son engagement, il ne pouvait pas se permettre d'ignorer ses voix critiques. Pierre Lefebvre était respecté par beaucoup, et son scepticisme pouvait potentiellement influencer l'opinion de nombreux autres cadres et employés. Il était donc crucial de convaincre Lefebvre, mais aussi les autres membres de l'équipe, que la vision d'Ahmed était à la fois valable et réalisable. Ahmed décida de rencontrer Lefebvre en tête-à-tête. La conversation fut longue et difficile. Lefebvre commença par exprimer son scepticisme quant à la direction que prenait l'entreprise, mais aussi son inquiétude concernant le respect des normes et de la rentabilité. « Je comprends où tu veux en venir, Ahmed, dit Lefebvre en hochant la tête. Mais tu veux vraiment qu'on soit le modèle d'une entreprise socialement responsable tout en restant rentable? Je crois que c'est une illusion. La concurrence est féroce, et dans ce marché, ce n'est pas la générosité ou la vertu qui nous fera tenir. » Ahmed écouta attentivement, puis répondit avec calme. « Je comprends ton point de vue, Pierre, et je ne dis pas que la rentabilité n'est pas importante. Au contraire, je suis convaincu que la rentabilité à long terme ne peut être obtenue que si nous créons une entreprise respectueuse, inclusive et juste. L'argent suit la loyauté. Et je peux te le prouver. » Lefebvre le regarda d'un air sceptique, mais Ahmed sentit qu'il commençait à capter son attention. Il continua. « Tu te souviens du scandale avec les accusations de discrimination, n'est-ce pas? C'était un test pour nous. Nous avons choisi de répondre avec transparence, et aujourd'hui, les employés sont plus motivés que jamais. Nos clients reviennent. Le marché voit notre engagement. Et même si cela a pris du temps, je crois fermement que ce qui est juste à long terme génère une richesse durable. » Lefebvre garda le silence pendant un moment, visiblement en train de peser les mots d'Ahmed. Puis, enfin, il répondit. « Je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord avec la vision, Ahmed. Ce que je veux savoir, c'est si tu as une stratégie pour que cette vision devienne non seulement rentable, mais qu'elle assure également notre compétitivité dans ce marché impitoyable. » Ahmed sourit. Cela ressemblait enfin à une conversation constructive. « J'ai justement un plan. Mais il ne se limite pas à vendre des billets d'avion. Il s'agit de vendre une expérience. De faire en sorte que chaque passager, chaque employé, chaque partenaire se sente respecté, pris en charge et apprécié. Quand l'humain devient au centre de tout, la croissance suit naturellement. Nous allons introduire des services innovants, des tarifs adaptés aux différentes couches sociales et des partenariats avec des entreprises partageant nos valeurs. » Lefebvre resta pensif quelques instants avant de répondre d'un ton plus conciliant. « Je veux bien croire que tu as raison, mais j'espère que tu as vraiment tout réfléchi. Le marché ne nous attend pas. » Ahmed acquiesça, sachant que c'était une bataille qui se gagnerait à coups d'actions concrètes et de résultats tangibles.
Il comprenait maintenant que convaincre les sceptiques comme Lefebvre allait être un processus graduel. Il devait prouver, avec des faits, que son modèle d'entreprise pouvait être aussi compétitif que respectueux des valeurs humaines. Les semaines suivantes, Ahmed mit en œuvre plusieurs des stratégies qu'il avait partagées avec Lefebvre. Il créa des alliances stratégiques avec d'autres entreprises responsables et introduisit des innovations en matière de service à la clientèle, tels que des programmes de fidélité qui récompensaient non seulement la fidélité des clients, mais aussi leur engagement en faveur de causes sociales. Il continua également à renforcer l'initiative de mentorat, qui attira de plus en plus de jeunes talents motivés et prêts à s'investir dans un environnement de travail positif et respectueux. À chaque étape de ces changements, Ahmed rencontra des résistances. Certains employés, même parmi les plus jeunes, se retrouvaient déconcertés par l'ampleur de la transformation. La route vers l'inclusion complète n'était pas simple. Le changement était difficile, souvent lent, mais les résultats commençaient à se voir. Les chiffres montrèrent une légère augmentation des ventes, un indice clé de la satisfaction client et un taux de fidélisation plus élevé. De plus, la réputation de la compagnie dans les médias était de plus en plus positive. Ahmed n'avait pas encore totalement conquis le marché, mais il savait que les premiers pas étaient franchis. Un jour, après une réunion particulièrement difficile avec des cadres sceptiques, Ahmed reçut un message surprenant de la part d'un autre grand investisseur, d'une autre branche de l'industrie. Il s'agissait d'un de ses anciens rivaux commerciaux, un homme qu'il avait affronté lors de sa première ascension. Ce dernier, impressionné par les résultats d'Ahmed, lui proposa une offre de partenariat. « Je vois que vous avez réussi à créer un modèle d'entreprise qui résiste à la pression tout en respectant les valeurs humaines. Je vous propose un partenariat stratégique qui pourrait amplifier vos initiatives et étendre votre influence dans l'industrie », écrivait-il dans son message. Cela était exactement ce dont Ahmed avait besoin. Une opportunité de renforcer son modèle d'entreprise tout en bénéficiant d'un soutien financier et stratégique crucial. Mais ce partenariat venait avec un prix. Il devait garantir qu'aucun changement de direction majeur ne se produirait sans l'accord de cet investisseur. Ahmed se retrouva face à un dilemme, accepter cette offre et accélérer la croissance, tout en restant fidèle à ses principes, ou refuser et continuer à grandir à son rythme, sans l'aide de puissants alliés. Cette décision allait être un tournant majeur dans son parcours. S'accepterait-il d'intégrer un modèle plus traditionnel, ou bien continuerait-il à se battre pour créer un avenir où la rentabilité et l'éthique coexistaient harmonieusement? Le dilemme qu'Ahmed affrontait était devenu plus complexe à chaque jour. L'offre de partenariat de l'investisseur, bien que tentante, venait avec des conditions qu'il savait difficiles à accepter. L'intégration d'un partenaire aussi puissant signifiait non seulement une perte de contrôle partiel sur la direction de l'entreprise, mais aussi un changement dans sa propre vision du modèle économique. Mais d'un autre côté, l'opportunité de renforcer la compagnie à une échelle plus grande, d'accélérer son développement et d'apporter ses valeurs de respect et de diversité à un public encore plus large était irrésistible. Il passa des nuits entières à réfléchir. Ses employés, en particulier les jeunes du programme de mentorat, comptaient sur lui pour leur offrir une opportunité de développement. Il ne pouvait pas leur offrir un avenir stable sans l'expansion de l'entreprise. Mais il savait aussi que l'intégrité de sa vision personnelle était en jeu. Était-il prêt à sacrifier une partie de son indépendance pour cette expansion? Un matin, alors qu'il se trouvait dans son bureau, scrutant les chiffres du trimestre passé, son téléphone vibra. C'était un message de la part de sa sœur, Leila, qui, après une conversation téléphonique avec lui quelques jours plus tôt, avait ressenti le poids de son dilemme. « Je sais que tu réfléchis beaucoup, Ahmed. Mais souviens-toi toujours de ce que tu nous as appris. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'impact que tu laisses derrière toi. Ne fais pas un choix que tu regretteras plus tard. » Les mots de sa sœur résonnèrent dans son esprit comme un écho. Leila avait raison. Cela n'avait jamais été qu'une question d'impact. Mais en même temps, il ne pouvait ignorer la pression grandissante de ses partenaires et investisseurs. Il fallait qu'il fasse un choix. Quelques jours plus tard, Ahmed convoqua une réunion d'urgence avec ses principaux collaborateurs. Il sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Cette décision allait non seulement affecter son avenir, mais celui de tous ceux qui croyaient en lui et dans son modèle d'entreprise. Lors de la réunion, Ahmed se leva, regarda les visages des membres de son équipe et prit la parole avec gravité. « Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un tournant majeur dans l'histoire de notre entreprise. Nous avons l'opportunité d'un partenariat stratégique avec un investisseur important. L'offre pourrait nous permettre de grandir rapidement, d'élargir notre réseau, d'attirer de nouveaux clients et de renforcer notre position sur le marché. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Chacun attendait la suite. Mais je dois aussi être honnête avec vous tous. Ce partenariat implique que nous céderions une partie du contrôle de notre direction,
Et cela me pose un dilemme personnel. Je ne veux pas faire un choix qui mettrait en péril les valeurs que nous avons bâties ici ensemble. Alors, j'ai besoin de votre avis, de votre soutien. Les membres de l'équipe se regardèrent les uns les autres. Après un moment de réflexion, Pierre Lefebvre, l'un des plus anciens et des plus expérimentés de l'équipe, prit la parole. Je sais que tout le monde dans cette pièce croit profondément en la vision d'Ahmed. Nous avons vu des résultats tangibles, et je pense qu'il est clair que cette approche centrée sur les valeurs et l'humain peut réellement fonctionner. Cependant, nous devons être réalistes. Sans cet investissement, nous risquons de stagner. Il est peut-être temps de saisir cette opportunité. Les mots de Lefebvre furent soutenus par plusieurs autres membres de l'équipe, qui voyaient dans le partenariat un moyen d'élargir l'influence de l'entreprise tout en maintenant les principes de respect et d'éthique qu'Ahmed avait établis. Mais ce fut une jeune cadre, Amira, qui apporta une perspective différente. Elle se leva, les yeux fixés sur Ahmed. « Je suis d'accord que cet investissement pourrait accélérer notre croissance. Mais Ahmed, tu nous as toujours appris à ne jamais sacrifier nos valeurs pour la réussite. Si nous acceptons cet accord, nous risquons de perdre une partie de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Je pense qu'il est important que nous restions fidèles à notre vision, même si cela prend plus de temps. » Le débat s'intensifia. Chaque membre de l'équipe avait une opinion différente, et Ahmed se retrouva pris au milieu de ce tourbillon d'idées, d'ambitions et de valeurs. Il savait que quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle affecterait non seulement son avenir, mais aussi celui de ceux qui le suivaient. Après plusieurs heures de discussion, un consensus se forma. Ahmed décida d'aller de l'avant avec le partenariat, mais avec des conditions strictes. Il s'engagea à maintenir le contrôle sur les décisions stratégiques importantes liées à la culture d'entreprise et aux valeurs humaines. Il insista également pour que l'investisseur accepte de soutenir les initiatives sociales de la compagnie, en particulier les programmes de mentorat qu'il avait lancés. C'était une façon pour lui de s'assurer que les valeurs sur lesquelles il avait bâti son succès demeureraient au cœur de l'entreprise. Le lendemain, Ahmed signa l'accord avec l'investisseur, mais il savait que ce n'était que le début d'un autre défi. Le véritable test résidait dans l'équilibre entre croissance et respect de ses principes. Il devait désormais prouver que l'on pouvait atteindre la grandeur sans sacrifier ce qui rendait l'entreprise unique. Les mois qui suivirent furent marqués par une période de transition intense. Le partenariat permit à la compagnie d'élargir ses opérations à l'international. De nouveaux marchés furent ouverts, et de nouvelles technologies furent mises en place pour améliorer l'expérience des passagers. La compagnie était désormais sur la voie de devenir un acteur mondial majeur dans le secteur de l'aviation, mais le chemin n'était pas sans embûches. Ahmed continua de recevoir des critiques, parfois internes, parfois externes. Mais il restait convaincu que la croissance de l'entreprise devait s'accompagner d'un développement humain et d'une responsabilité sociale. Au sein de l'entreprise, les jeunes talents qu'il avait formés prenaient de plus en plus de responsabilités. Ils représentaient l'avenir de la compagnie, un avenir qui, espérait Ahmed, serait marqué par des valeurs de respect, de dignité et d'inclusivité. La vision qu'Ahmed avait forgée au fil des années commençait à se déployer dans le monde entier, inspirant de plus en plus de leaders d'entreprises à suivre son exemple. Pourtant, même s'il avait atteint de nouveaux sommets, il savait que son voyage était loin d'être terminé. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi d'opportunités pour repousser les limites de ce qu'il avait construit. Ahmed se tenait à l'avant-garde de ce mouvement. Il savait qu'il devait toujours être vigilant. Le monde des affaires était impitoyable, mais il croyait de plus en plus qu'il était possible de réussir sans compromettre l'éthique, la dignité humaine et le respect des autres. Et tant qu'il resterait fidèle à cette vision, il savait qu'il pourrait continuer à redéfinir ce que signifiait réussir dans le monde moderne.